Les lumières fluorescentes bourdonnent dans les bunkers souterrains sous le quartier général impérial de Tokyo. Il est 8h30, le 6 août 1945. L'air humide de l'été porte le poids d'une nation en guerre depuis près de 4 ans. Des officiers d'état-major en uniforme kaki trempés de sueur se penchent sur les tableaux de communication, plantant des punaises sur d'immenses cartes murales qui montrent le périmètre rétrécissant de l'Empire japonais. Le général Korechika Hanami, ministre de la guerre du Japon, parcourt les couloirs avec l'allure d'un soldat de carrière qui n'a jamais connu la défaite. À 58 ans, son visage buriné porte la confiance d'un homme qui croit absolument au destin divin du Japon. Le briefing matinal devrait être routinier. Rapport nocturne des commandants de garnison à travers les îles de la patrie. Mise à jour sur les préparatifs massifs de défense Ketsugo, conçus pour rendre toute invasion américaine si coûteuse que l'ennemi demanderait la paix. Mais quelque chose ne va pas. Le tableau de communication pour le district militaire du Chugoku ne montre rien. Aucun rapport matinal du quartier général de la 2e armée générale d'Hiroshima. Aucune mise à jour des 400 000 civils et militaires de la 8e plus grande ville du Japon. Les opérateurs tournent les cadrans de leur radio, n'entendant que du statique là où devrait crépiter le bruit familier des rapports de terrain. « Mon général !» balbutie un jeune officier des transmissions, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur souterraine. Nous avons perdu tout contact avec Hiroshima, toutes les fréquences militaires, toutes les radios civiles. Tout s'est tu vers 8h15 ce matin. Les yeux sombres d'Hanami se plissent. En 4 ans de guerre totale, des villes entières ne disparaissent pas simplement du réseau de communication. Pas des villes avec des quartiers généraux militaires majeurs. Pas des villes qui, il y a quelques heures à peine, signalaient des préparatifs défensifs normaux. Quelle force sur Terre pourrait réduire instantanément 340 000 personnes au silence? Il faut comprendre l'état d'esprit de ces 6 hommes qui contrôlaient le destin du Japon en août 1945. Ils s'appelaient le Conseil suprême de la direction de la guerre, les 6 grands, et ils croyaient sincèrement détenir les clés de la victoire, même alors que les B-29 américains transformaient leur ville en cendres nuit après nuit. Le général Hanami, l'amiral Soemu Toyoda, le général Yoshijiro Umezu, le premier ministre, l'amiral Kantaro Suzuki, le ministre des Affaires étrangères, Shigenori Togo, et le ministre de la Marine, l'amiral Mitsumasa Yonai. 6 hommes, 70 millions de vies en suspens. Mais voici ce qui les rendait si dangereusement confiants. Ils connaissaient des secrets que les Américains ne pouvaient même pas imaginer. Depuis 1940, le Japon était en course pour construire sa propre bombe atomique. 2 programmes distincts, le projet Nigo de l'armée sous la direction du docteur Yoshio Nishina et le programme F-Go de la marine sous la direction du docteur Bunsaku Arakatsu. Il ne s'agissait pas d'efforts d'amateurs. Nishina était l'un des plus grands physiciens nucléaires au monde, un homme qui avait travaillé avec Niels Bohr à Copenhague, qui comprenait les fondements théoriques de la fission atomique mieux que presque quiconque, et cette connaissance lui avait appris quelque chose de crucial. Construire des bombes atomiques était virtuellement impossible. Le seul enrichissement de l'uranium nécessitait des installations industrielles au-delà de l'imagination. Des usines de séparation électromagnétique massive, des milliers de tonnes de minerais d'uranium, une consommation électrique qui drainerait des régions entières. Les principaux scientifiques japonais avaient calculé que même les États-Unis, avec leur base industrielle intacte, pourraient produire peut-être 1 ou 2 armes atomiques au maximum, peut-être 3, s'ils avaient commencé plus tôt que quiconque ne le soupçonnait. Alors, quand les rapports du matin commencèrent à filtrer, épars, contradictoires, à peine croyables, les dirigeants militaires les rejetèrent avec la confiance d'hommes qui possédaient une connaissance supérieure. Un petit nombre de B-29 ont attaqué Hiroshima avec un nouveau type de bombe, lut le premier rapport cohérent d'un avion de reconnaissance. Des dégâts considérables observés. L'amiral Toyoda, chef de l'état-major de la marine, leva à peine les yeux de ses cartes stratégiques.
Des dégâts considérables de quelques bombardiers. Il avait survécu au raid massif de B-29 qui avait déjà détruit 42 grandes villes japonaises. Probablement une attaque incendiaire concentrée, les Américains deviennent plus efficaces. Mais à mesure que les heures passaient, les rapports devinrent plus étranges. Les horaires des trains pour Hiroshima avaient été suspendus indéfiniment. Les communications militaires restaient complètement coupées. Plus inquiétant encore, un avion de reconnaissance météorologique signala avoir vu quelque chose de sans précédent, un nuage en forme de champignon s'élevant à près de 12 000 mètres dans le ciel. Puis vint l'annonce radiodiffusée du président Truman, transmise par ondes courtes et captée par les moniteurs japonais. Il y a 16 heures, un avion américain a largué une bombe sur Hiroshima, une importante base militaire japonaise. Cette bombe avait plus de puissance que 20 000 tonnes de TNT. C'est une bombe atomique. Le silence dans la salle de réunion du Conseil suprême était assourdissant. Le général Hanami prit finalement la parole, sa voix portant le calme étudié d'un officier militaire de carrière. Les Américains se livrent à la guerre psychologique. Même s'ils ont développé une forme de dispositif atomique, les exigences techniques rendent la production de masse impossible. Nos propres recherches le confirment. Toyoda hocha la tête sombrement. Si les Américains possédaient un arsenal de telles armes, ils les auraient utilisées il y a des mois. C'est clairement un pari désespéré, peut-être leur seul dispositif de ce type. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que leur expertise scientifique était devenue leur plus grande faiblesse. Leurs recherches atomiques leur avaient appris exactement à quel point la tâche était difficile, mais les avaient aussi aveuglés sur des capacités industrielles américaines qu'ils ne pouvaient concevoir. Le projet Manhattan avait employé 130 000 travailleurs à travers plusieurs États, consommé plus d'électricité que des nations entières et représentait la plus grande entreprise industrielle secrète de l'histoire humaine. Les dirigeants militaires japonais prenaient des décisions basées sur ce qu'ils savaient possible, mais ils combattaient un ennemi qui avait redéfini le possible lui-même. Alors que le 6 août devenait le 7 août, alors que les premiers détails horrifiants commençaient à arriver des équipes d'enquête se précipitant vers les ruines d'Hiroshima, ces 6 hommes s'accrochèrent à leur certitude avec le désespoir de marins naufragés s'agrippant à des débris. Ils n'avaient aucune idée que leur monde entier était sur le point de changer à jamais. Ce qui arriva ensuite briserait non seulement leur stratégie militaire, mais leur compréhension fondamentale de la guerre elle-même. Le docteur Yoshio Nishina avait vu les calculs théoriques. Il comprenait mieux que presque tout être humain vivant ce qu'une bombe atomique pouvait faire en théorie. Mais la théorie et la réalité sont séparées par un gouffre qui ne peut être franchi que par l'expérience directe. Et le 7 août 1945, Nishina franchit ce gouffre. Le voyage en train de Tokyo aux ruines d'Hiroshima prit 11 heures à travers un paysage de plus en plus surréaliste. Sur des kilomètres avant d'atteindre la ville, Nishina pouvait voir des arbres dépouillés de leurs feuilles, des poteaux téléphoniques cassés comme des allumettes et une étrange odeur âcre qui brûlait ses narines. Puis, le train s'arrêta. Les rails devant avaient été tordus en spirale impossible par des forces défiant la compréhension. Nishina parcourut les 8 derniers kilomètres jusqu'à ce qui avait été Hiroshima. Rien, absolument rien ne l'avait préparé à ce qu'il trouva. Les bâtiments ne s'étaient pas simplement effondrés, ils avaient été vaporisés. Des ombres humaines étaient brûlées à jamais dans les murs de béton, les silhouettes fantomatiques de gens qui se rendaient au travail quand 8h15 devint le dernier moment qu'ils connaîtraient jamais. L'hypocentre, où la bombe avait explosé à 580 mètres au-dessus du sol, était un cercle parfait de destruction absolue s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions. Les plus hantants étaient les survivants. Nishina, un homme qui avait consacré sa vie à la poursuite de la connaissance scientifique, se trouva face à face avec la maladie des radiations, un phénomène qui n'existait que dans des articles de physique théorique jusqu'à ce moment. Des victimes dont la peau tombait littéralement de leur corps, des gens vomissant du sang,
des cheveux tombant par touffes, des morts vivants titubant à travers des ruines qui ressemblaient à la surface d'une planète extraterrestre. Les mains de Nishina tremblaient tandis qu'il prenait des mesures avec son compteur Geiger. Le cliquetis devenait frénétique à mesure qu'il approchait du point zéro. Ce n'était pas seulement un dispositif explosif. C'étaient les forces fondamentales de l'univers libérées sur une ville humaine. Tout ce qu'il pensait savoir sur les limites des armes atomiques avait été totalement, catastrophiquement faux. Pendant ce temps, à Tokyo, le Conseil suprême de la direction de la guerre était sur le point de recevoir des nouvelles qui rendraient Hiroshima semblable à un simple prélude. À 11h02 le 9 août, alors que les 6 grands se réunissaient enfin pour discuter des rapports sur Hiroshima, un aide fit irruption dans la salle de conférence avec un message qui draina la couleur du visage de tous les présents. Nagasaki a été attaqué avec une autre bombe atomique. La salle tomba silencieuse, hormis le bruit du stylo de l'amiral Toyoda qui claqua sur la table en acajou. Une autre bombe. Juste 3 jours plus tard. À cet instant, toutes les hypothèses auxquelles les dirigeants militaires japonais s'étaient accrochés se désintégrèrent comme du papier dans les flammes. Si les Américains avaient 2 bombes atomiques, ils pouvaient en avoir 3 ou 10 ou 100. Tout le fondement de la stratégie défensive du Japon, saigner les Américains si sévèrement pendant l'invasion qu'ils négocieraient, venait de devenir dénué de sens. Pourquoi l'Amérique envahirait-elle alors qu'elle pouvait simplement effacer les villes japonaises de l'existence une par une, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des terres désolées radioactives? Mais même face à cette réalité apocalyptique, le général Hanami ne pouvait renoncer à sa vision d'une mort honorable plutôt qu'à une survie déshonorante. « Ne serait-ce pas merveilleux ?» demanda-t-il, sa voix portant une poésie inquiétante. « Pour que toute cette nation soit détruite comme une belle fleur ?» Les autres membres du Conseil le dévisagèrent dans un silence stupéfait. Voilà un homme si engagé dans le code des guerriers qu'il choisirait l'extinction nationale plutôt que la reddition nationale. Dans son esprit, il y avait quelque chose de pur, d'esthétiquement parfait dans le Japon disparaissant dans le feu atomique plutôt que de s'incliner devant des occupants étrangers. Mais la réalité allait faire intrusion de la manière la plus dévastatrice possible. Le 10 août, l'armée japonaise captura un pilote de chasse américain nommé Marcus McDilda, abattu 2 jours après Hiroshima. Sous l'interrogatoire qui inclut la torture, McDilda fournit des informations qui briseraient finalement la résistance militaire japonaise. Le problème était que McDilda ne savait absolument rien sur les bombes atomiques. C'était un pilote de chasse conventionnel qui n'avait jamais été briefé sur les armes nucléaires. Mais face à la torture et désespéré de survivre, il dit à ses ravisseurs ce qu'il pensait qu'ils voulaient entendre, enjolivant chaque détail qu'il pouvait imaginer. Les Américains, prétendit McDilda, avaient plus de 100 bombes atomiques. Ils pouvaient en larguer 3 par jour. Tokyo serait la prochaine, suivie de Kyoto, puis d'Osaka. Toutes les grandes villes japonaises seraient anéanties en quelques semaines. Rien de cela n'était vrai. En réalité, les États-Unis avaient exactement 0 bombe atomique restante. L'arme suivante ne serait pas prête avant fin août et la production était douloureusement lente. Mais les mensonges désespérés de McDilda contenaient juste assez de détails techniques pour être crus par des interrogateurs qui saisissaient toute information sur cette nouvelle arme incompréhensible. Quand les renseignements fabriqués de McDilda atteignirent le Conseil suprême, ils tombèrent comme un coup final et écrasant. Le ministre de la guerre Hanami, l'homme qui avait parlé si poétiquement de la destruction nationale, se tint devant ses collègues avec le poids de la défaite absolue dans la voix. Une bombe atomique, lut-il du rapport d'interrogatoire, peut détruire 15 km², équivalent à 2000 B-29 armés chacun de 300 bombes conventionnelles. Les Américains semblent avoir 100 bombes atomiques. Ils peuvent en larguer 3 par jour. La prochaine cible pourrait bien être Tokyo. La salle était silencieuse, hormis le bruit de la respiration laborieuse de l'amiral Suzuki. Ces hommes avaient commandé des millions de soldats, avaient orchestré des campagnes à travers le Pacifique, n'avaient jamais connu la défaite.
Mais ils faisaient face à une arme qui rendait leur expertise militaire aussi obsolète que des sabres de samouraï à l'ère des mitrailleuses. Pourtant, incroyablement, ils restèrent dans l'impasse. 3 voies pour la reddition. 3 voies pour continuer à se battre, même contre l'annihilation atomique. Il faudrait une intervention sans précédent dans l'histoire japonaise pour briser l'impasse. Juste avant minuit, le 9 août 1945, quelque chose se produisit qui ne s'était pas produit depuis plus de 1000 ans d'histoire japonaise. L'empereur Hirohito, le dieu vivant qui traditionnellement restait au-dessus des décisions terrestres, entra dans une salle de conférence et brisa personnellement l'impasse gouvernementale. La scène était sans précédent et surréaliste. Les 6 membres du Conseil suprême, ainsi que le baron Kichiro Hiranuma, étaient agenouillés en position formelle autour d'une table polie. L'empereur, de petite stature mais portant le poids de l'autorité divine, prononça des mots qui mettraient fin non seulement à une guerre, mais à une manière entière de penser la guerre elle-même. « J'ai sérieusement considéré la situation intérieure et étrangère, dit Hirohito, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Nous devons supporter l'insupportable et souffrir l'insupportable. » À ce moment, les dirigeants militaires japonais firent face au choix ultime entre l'honneur et la survie. Certains, comme le Premier ministre Suzuki, acceptèrent la nouvelle réalité. D'autres, comme le général Anami, choisirent un chemin différent. Le 15 août, quelques heures avant la radiodiffusion de la reddition de l'empereur, Anami réalisa le seppuku rituel dans sa maison. Il mourut comme il avait vécu, selon le code des guerriers que les armes atomiques avaient rendu obsolètes. Son poème final, écrit avec son propre sang, parlait de loyauté envers l'empereur et du regret de ne pouvoir servir plus longtemps. Il ne reconnut jamais que le monde avait fondamentalement changé. Mais peut-être la figure la plus tragique était l'amiral Toyoda, qui avait si confiant déclaré que les Américains ne pouvaient pas avoir beaucoup de bombes atomiques. Après la guerre, quand l'ampleur complète du projet Manhattan fut révélée, quand il apprit que la capacité industrielle américaine avait accompli ce que les scientifiques japonais considéraient impossible, Toyoda passa apparemment des heures à regarder des photographies d'Hiroshima et de Nagasaki dans un silence complet. Les bombardements atomiques ne mirent pas seulement fin à la Seconde Guerre mondiale, ils marquèrent la fin d'une philosophie militaire entière basée sur l'honneur, le sacrifice et la guerre conventionnelle. Les planificateurs militaires modernes étudient cette histoire non seulement comme de l'histoire, mais comme un avertissement sur les dangers de l'aveuglement cognitif dans le leadership. Comment l'expertise peut devenir une prison? Comment la connaissance professionnelle peut empêcher les dirigeants de reconnaître des changements révolutionnaires? Aujourd'hui, alors que nous faisons face à nos propres révolutions technologiques, intelligence artificielle, guerre cybernétique, armes spatiales, l'histoire du leadership militaire japonais en août 1945 reste douloureusement pertinente. Elle nous rappelle que les plus grands désastres militaires viennent souvent non pas d'ennemis externes, mais de l'incapacité interne à s'adapter à de nouvelles réalités. L'armée japonaise ne pouvait pas croire à la puissance dévastatrice de la bombe atomique américaine parce qu'elle s'était convaincue que c'était impossible. Leur connaissance scientifique, leur expertise professionnelle, leur confiance culturelle, toutes devinrent des armes utilisées contre eux. Parfois, l'ennemi le plus dangereux est la certitude que vous comprenez les règles du jeu, même quand quelqu'un d'autre les a déjà changées pour toujours.